invité. Merci encore une fois d'avoir rejoint ce deuxième webinaire organisé par les fédérations du prêt-à-porter et féminin et des industries du vêtement masculin. Et cette fois-ci, nous allons évidemment parler de tout ce qui tourne autour de l'activité partielle, je crois, avec Adeline Dargent, déléguée générale du syndicat de Paris, avec Lionel Guérin, président exécutif de la Fédération des industries du vêtement masculin. Ce webinaire est bien sûr enregistré, il sera retransmis par la suite, notamment sur la chaîne YouTube de la Fédération. C'est ça, Mathias? Absolument, et dans la rubrique ressources de notre site internet, puisque maintenant ça fonctionne. Bravo. Depuis hier, voilà. Très bien. Et ça va durer à peu près 30 minutes, je crois. Je te laisse reprendre la parole sur les modalités pratiques de notre organisation. Alors, très rapidement, donc 30 minutes de présentation d'Adeline et Lionel, puis 15 minutes de questions-réponses qui peuvent être posées soit à l'écrit par Telegram, soit directement en live, en vidéo. Voilà, bonne conférence. Alors, bonjour à tous, donc Adeline Dargent. C'est pas facile de passer après la première matinale de Yann. On va essayer de faire aussi bien. Le sujet est certainement un petit peu moins fun, mais néanmoins très intéressant et très très important par les temps qui courent. Alors juste pour une petite information quand même, aujourd'hui c'est 8 millions de personnes qui sont au chômage partiel, ce qui représenterait à peu près un Français sur 3. Du secteur privé. Donc, c'est dire l'importance de ce dispositif. Alors, la présentation qui va se décliner en quatre thèmes. Je présenterai les deux premiers, Lionel prendra la suite. Alors, bien sûr, de quoi parle-t-on quand on parle d'activité partielle, qu'on a pour habitude aussi d'appeler le chômage partiel? À qui ça s'adresse? Parce qu'effectivement, tout le monde n'est pas concerné et ça, j'expliquerai pourquoi. Ensuite, comment? Alors bon, certains ont déjà expérimenté le comment puisqu'ils ont fait des demandes auprès de leur direct. Ça n'a pas été toujours facile, mais enfin bon, voilà, la procédure a quand même été simplifiée. Lionel reviendra dessus. Et puis surtout également comment ce dispositif d'activité partielle s'articule avec d'autres événements de la vie de l'entreprise que peuvent être des arrêts maladie. Alors les arrêts maladie, ça peut être les fameux arrêts dérogatoires pour garde d'enfants, de vrais arrêts maladie. On a également sur cette période, et on va en avoir puisque nous sommes encore confinés jusqu'au 11 mai, nous avons des jours fériés. Voilà. Donc, c'est un petit peu comment s'articule l'activité partielle avec ces différents événements. Alors, l'activité partielle, comme je le disais, ou chômage partiel, en fait, le but premier de ce dispositif, c'est quand même d'éviter des licenciements sur des périodes qui peuvent être compliquées. Donc, en fait, c'est un système qui permet d'indemniser et compenser partiellement la perte de salaire qui résulte soit de la fermeture temporaire d'une entreprise ou d'un service ou de sa baisse d'activité, donc en deçà de la durée légale. Donc, soit on ferme complètement ou l'entreprise ou le service, soit on réduit la durée du travail, comme c'est le cas dans certaines entreprises. Alors, c'est un dispositif qui n'est pas nouveau, donc qui répondait à certains critères. On pouvait avoir recours au chômage partiel pour des problématiques de conjoncture économique, de difficultés d'approvisionnement matière, ce qui est très important également dans cette période, en particulier pour notre secteur. Bon, des sinistres, des intempéries ou toute autre circonstance exceptionnelle. Alors, je crois quand même qu'on peut dire que le Covid-19 est vraiment une situation exceptionnelle et qui, du coup, a nécessité d'avoir recours à un dispositif qui s'est renforcé, donc qui a été modifié. Un certain nombre de choses sont modifiées, et ce jusqu'au 31 décembre 2020. Donc, vous avez vu peut-être pour certains passer des ordonnances. Alors, comme je le disais, en fait, une des conditions, c'est quand même donc la réduction ou la cessation. Donc, on est bien sur du temporaire, puisqu'on est sur un processus qui permet d'éviter des licenciements, donc temporaire et collectif. Et pendant cette période, en fait, le contrat de travail est suspendu. Alors, le montant de l'indemnité que j'ai évoqué, il est... Alors, je vais être très claire, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de questions, beaucoup de personnes ont pensé que, suite à des annonces, et notamment de notre président, de notre Premier ministre, que c'était une prise en charge à 100%.
hormis pour des personnes qui sont au SMIC, ce n'est pas une prise en charge à 100% du salaire. En fait, on est sur une indemnité qui correspond à 70% du brut, ce qui représente 84% du net, et ça c'est une des nouveautés de ce dispositif, jusqu'à 4,5 fois le SMIC. Donc, on est bien sur une indemnité partielle. Alors, il y a un minimum au niveau du taux horaire qui est de 8,03 €. Donc, si on regarde par rapport à ce 4,5 fois le SMIC, on est sur une indemnité maximale de 31,98 €. Alors, attention, ne sont prises en charge que les heures dans la limite de 35 heures, hein, dans la limite de la durée légale du travail. Les heures supplémentaires, normalement, donc, ne sont pas, je dis normalement parce qu'on reviendra après pour les salariés qui sont en forfait jour ou en forfait heure. Donc, les heures sont désormais concernées, mais on ne sait pas encore comment, mais j'y reviendrai. Donc, les indemnités, donc les heures supplémentaires, normalement, ne rentrent pas dans le cadre. Alors, le régime social, elles sont exonérées ces indemnités donc, sont exonérées de cotisations sociales, mais restent toutefois soumises donc, à CSG pour 6,2% et CRDS pour 0,5%. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe si, voilà, il y a certaines circulaires qui ont laissé entendre, ou certains articles dans la presse qui ont laissé entendre, donc aussi, qu'il pouvait y avoir un maintien de salaire. Alors, en fait, là, il appartient à l'employeur de décider s'il fait ou pas le complément de salaire. Ça n'est pas une obligation. Alors, en revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que s'il décide de faire ce maintien de salaire, là encore, sur ce complément, le montant sera exonéré de cotisations sociales, comme c'est le cas pour l'indemnité. Que vous dire d'autre sur le montant de l'indemnité? L'assiette de calcul, c'est la rémunération sur l'assiette congé payé. Et on peut également intégrer certaines primes, et notamment des primes qui sont liées, qui peuvent être liées à de la présence. Mais ça, on regarde au cas par cas, puisqu'effectivement, certains, dans leur base de salaire, intègrent des primes qui sont versées tous les mois. Ensuite, un des éléments qui a aussi changé, c'est que dans le dispositif d'activité partielle, normalement, c'est 1000 heures qui peuvent être indemnisées. Donc, c'est un plafond qui peut aller donc jusqu'à 1000 heures. Ce plafond doit être modifié là, dans les tout prochains jours pour passer à 1607 heures. Puisqu'en fait, dans ce contexte exceptionnel, normalement, l'activité partielle est indemnisée pendant maximum 6 mois. Là, on passe à 12 mois. Ce qui explique le fait de passer de 1000 heures à 1607 heures, qui correspond à la durée légale de travail annuel. Donc, sachant qu'on est encore une fois jusqu'au 31 décembre 2020, puisqu'on est dans un cadre exceptionnel. Alors, ce qui m'amène, mais ça, je pense que Lionel reviendra là-dessus, à faire bien attention, donc, puisqu'effectivement, vous pouvez faire des demandes de chômage partiel. Alors, les uns et les autres m'ont dit que pour l'instant, c'était bloqué au 30 juin. On attire votre attention sur le fait de faire bien, d'être vigilant à la sortie de ce chômage partiel et alors, autant que faire se peut, anticiper la reprise d'activité, mais quand bien même l'activité va reprendre, elle reprendra peut-être dans des conditions, et notamment conditions de sécurité, qui feront que tout le monde ne pourra pas reprendre en même temps et que des arbitrages pourront être faits et que du coup, tout le monde ne sortira pas de l'activité partielle de la même façon. Donc, il faudra peut-être prolonger pour certains. Alors, maintenant, à qui on s'adresse quand on parle d'activité partielle? Alors, on l'a vu, la réduction du temps de travail donc, doit être collective. Donc, ce n'est pas une personne par-ci, par-là, alors, sauf à justifier qu'effectivement, cette personne manque de travail et il est indispensable d'avoir recours à l'activité partielle pour elle. Donc, il peut s'agir en principe d'un service, d'une unité de production. Alors, chez nous, bien sûr que c'est le cas, l'atelier. Il y a certains métiers qui ne peuvent pas s'exercer en télétravail. Et puis, bien sûr, pour tout ce qui nous concerne, les lieux accueillant le public et les magasins, puisqu'on a un certain nombre de nos adhérents et des marques que nous suivons qui ont leurs magasins. Donc là, très clairement, l'activité a été
arrêté par décision gouvernementale. Donc, de toute façon, pour tout ce qui concerne les personnels de magasin, le recours à l'activité partielle est d'office. Alors, ça peut aussi concerner, bien sûr, chez nous, les commerciaux, puisqu'en fait, des commerciaux salariés qui présentent des collections à des magasins, à des clients qui sont aujourd'hui fermés. Donc, un certain nombre de commerciaux sont aujourd'hui également en activité partielle. Alors, les ateliers, les bureaux d'études également. Mais alors, l'activité partielle, et ça, on le retrouve un petit peu dans tous les commentaires, n'est possible normalement que quand le télétravail ne l'est pas. Donc, autant que faire se peut, essayer de ne pas cumuler télétravail et activité partielle. Ce qui peut quand même s'entendre dans la mesure où on peut être en télétravail, mais ne pas avoir une charge de travail qui fasse qu'on n'ait pas droit à l'activité partielle. Mais dans ces cas-là, vraiment, j'attire votre attention sur la vigilance que vous devez avoir pour toutes ces personnes qui sont concernées. C'est les jours où ils sont en activité, donc où ils ne travaillent pas de connexion, rien, parce qu'il a été clairement dit, et bon, comme je l'ai dit d'emblée, en introduction, avec 8 millions de personnes aujourd'hui en activité partielle, il y aura des contrôles. Il y aura beaucoup de contrôles a posteriori. Donc, voilà, faites très, très attention à ne pas faire travailler ou à ne pas travailler quand vous n'êtes pas censé le faire. Ensuite, la question s'est rapidement posée pour certaines catégories de salariés dans nos entreprises qui, normalement, ne sont pas couvertes par ce dispositif. Alors, je pense notamment aux VRP, en particulier les VRP multimarques, pour qui la durée du travail n'est pas calculée, d'autant plus quand ils travaillent pour plusieurs employeurs. Sont également concernées les personnes qui sont en forfait jour ou forfait heure, qui, eux, normalement, ne sont concernées qu'en cas de fermeture de l'entreprise. Alors là, le dispositif a changé. Ils ont la possibilité d'être en activité partielle, mais on attend encore un décret qui va nous donner les modalités pour calculer un petit peu pour calculer leur indemnisation et voir comment on fait. Voilà, donc j'en ai fini pour ma partie. Je vais laisser la parole à Lionel pour vous expliquer un peu les deux derniers points. Et Lionel, bien sûr, vous me complétez si j'ai oublié de dire quelque chose. Bonjour. Bon, a priori, rien. Bon, on va subir le flot des questions à la fin de la présentation liminaire. Donc, sur le point qui suit, c'est-à-dire consultation préalable, logiquement, dans le régime de droit commun, consultation des institutions, des représentants du personnel, par exemple CSE ou assimilés, avant. Ça, c'était dans la logique de droit commun. Il est maintenant admis que, compte tenu des circonstances, une entreprise ne puisse pas ou s'est retrouvée dans une situation d'apprendre que, par exemple, tout son réseau de magasins devait fermer le 16 et qu'elle n'a clairement pas eu la possibilité de mettre en place une consultation des représentants du personnel. Donc, cette consultation doit intervenir quand il y a des représentants du personnel dans l'entreprise. Cette consultation doit intervenir, mais elle va être reportée. J'imagine que la deuxième vague depuis hier, le confinement, va faire qu'on aura un nouveau report de consultation. Parallèlement, ça pourrait faire l'objet, mais c'est assez complexe, une ordonnance a mis en place la possibilité de faire des consultations des représentants du personnel en visio, par exemple, ou en audio, ou par échange de courrier. On attend encore quelques précisions. L'ordonnance doit être doublée d'un décret sur ce point. Donc, même si une entreprise a admis, il y a déjà presque un mois, des salariés en chômage partiel, elle a encore la possibilité de consulter dans les jours, semaines qui viennent, ses représentants du personnel sur cette question. Clairement, s'il n'y a pas de représentants du personnel, la mise en place se fait sur une décision de l'employeur, ça paraît évident, mais ça va mieux en le disant, avec évidemment une information des salariés concernés par tout moyen. Il y a à la fois l'information sur la durée prévisible, l'information aussi, puisque même si tout le monde le sait maintenant,
et ça a été rappelé par Adeline, le montant de l'indemnisation mise en place par l'entreprise qui va faire l'avance doit être assez connu. Les deux cas qui ont été évoqués, mais qui peuvent entraîner d'autres situations, notamment ce qu'évoquait Adeline, le cas des VRP multicartes, qui vont être éligibles, mais pour lesquels la question de l'horaire ne se pose pas, c'est clairement la question de l'indemnisation. Savoir si on va être comme par exemple pour des congés, on va être sur une période de référence, ou comme c'est le droit commun aujourd'hui, on va être sur la règle du maintien de salaire dans l'hypothèse de la base de calcul des indemnités dues. Un point en passant, il semble qu'il y a encore quelques entreprises qui n'aient pas réussi à déposer le dossier de demande puisque les serveurs sont saturés. Ce qu'on peut leur conseiller, c'est un rappel, c'est du bon sens. Ce qu'on peut vous conseiller, c'est de passer des mails, parce que par téléphone, semble-t-il, ça ne fonctionne pas. Passer des mails à votre direct en rappelant que vous avez mis en place du chômage partiel, que vous ayez donc une trace d'une demande faite, mais qui n'a pas pu être validée par l'administration. Les délais ont été rappelés, c'était précédemment 15 jours, ça passe maintenant à 2 jours. Pour ceux qui ont ouvert les dossiers, je connais une structure qui n'a toujours pas pu avoir accès à son dossier de chômage partiel. Et donc, comme il y a une nouvelle prolongation, on est, de mémoire, parce que je lui mange un peu des choses par moment, on est sur une période de 2 mois pour régulariser son dossier de demande. Oui, Lionel, là, dans la dernière mise à jour, les entreprises ont jusqu'au 30 avril pour faire la demande. 30 avril. Oui, c'est pas 2 mois du coup, enfin, ça dépend pour lesquels. Le 1600 heures, je pense pas qu'on ait 1607 heures que vous avez évoqué. Je ne pense pas qu'on ait beaucoup de gens. Bon, clairement, si une entreprise est concernée, 1607 heures, c'est l'équivalent de l'ensemble d'une année en chômage partiel ou en activité partielle, comme on dit aujourd'hui. L'idée a été de couvrir, c'est plus le réseau, des réseaux de détail, de vente au détail, d'aliments comme du reste d'ailleurs, de couvrir des gens qui, dans la logique de 1000 heures, n'auraient pas pu faire une période de chômage partiel parce qu'elles en avaient déjà demandé à l'occasion des différents événements qu'on a eu à vivre, les gilets jaunes, les manifestations sur la réforme des retraites, qui ont amené plusieurs types d'entreprises de commerce à avoir recours au chômage partiel, donc qui ont déjà pioché dans le contingent de 1000 heures, ce qui fait que 1607, comme on le sait, c'est l'équivalent d'une durée annuelle de travail pour quelqu'un qui est à temps normal, l'équivalent de 35 heures, ce qui fait un volume assez conséquent à mettre en place. Le nombre d'heures, on vient de le voir, le délai de réponse de l'administration, donc on est a priori sur 2 jours. La durée, juste, les choses évoluent tous les jours, mais comme je viens de le dire, 1607 heures, ça couvre l'ensemble de l'année 2020. Il faut espérer qu'il n'y aura pas besoin d'aller plus avant ou de prolonger jusqu'en 2021. Les choses évoluent tous les jours, je dirais. Donc, à ce stade, aujourd'hui, une entreprise qui est vraiment en activité totalement, ou qui a une partie de ses services ou une partie de son activité, par exemple, des commerces de détail qui sont fermés et qui n'envisagent pas de réouvrir avant le 11 mai ou potentiellement plus tard, il n'y a pas de difficulté, entre guillemets. L'ensemble des salariés concernés par le chômage partiel seront indemnisés pour une durée, comme je viens de vous dire, qui couvrirait l'ensemble de l'année 2020. Un autre point qui peut poser question, c'est celui de l'articulation entre l'activité partielle et d'autres événements. Un arrêt maladie classique. Premier point, un salarié qui est en arrêt maladie, c'est la maladie qui prime sur le chômage partiel. Donc, tant que l'arrêt de maladie court, l'employeur ne doit pas considérer, parce que l'indemnisation maladie
ne lui sera pas remboursé, ne doit pas considérer que le salarié va suivre le régime des autres. Le salarié malade, j'entends, va suivre le régime des autres. Il reste en maladie, il est indemnisé par l'URSSAF d'un côté et le complément employeur de l'autre, tant que l'arrêt maladie, ou à l'issue de l'arrêt maladie, il faudra le basculer donc, comme les autres salariés de son service ou de l'entreprise, il faudra qu'il bascule dans le régime d'activité partielle, en rappelant que une fois le volume demandé, une entreprise qui demande du chômage partiel le demande sur la base des éléments qu'elle connaît au jour de la demande. C'est une évidence. Il est peut-être plus prudent pour ceux qui l'ont fait ou qui envisagent de le faire dans les prochains jours, prochaines semaines, de prévoir des durées un peu longues. Ne pas se dire, j'ai vu quelques entreprises qui ont déposé des demandes de chômage partiel pour 15 jours. Ça sous-entend qu'à l'issue de ces 15 jours, elles sont obligées de faire une nouvelle demande. La durée maximale, c'est 1 mois. Entre les deux, il n'y a pas grand-chose. Le deuxième point, pour les demandes qui ont été faites, vous demandez un nombre de salariés, un nombre d'heures ou des jours, une période, on a un mot. C'est un maximum. Enfin, c'est un maximum, sauf à faire une demande complémentaire. Mais ça n'est absolument pas une obligation. On peut très bien imaginer que par précaution, une entreprise est demandée pour 2 mois et 22 salariés, et qu'en réalité, au fil des mois, quand elle va déposer ses demandes de remboursement, elle dépose des demandes de prise en charge en faisant l'avance qui sont inférieures à ces demandes. Vous n'êtes pas tenu. Le fait de faire moins que la demande ne la fait pas tomber. Elle reste valable. Simplement, vous avez un suivi au fil de l'eau tous les mois qui va vous amener à moduler par rapport à la demande initiale. Les autres points. Alors oui, pareil, autre cas classique, un salarié qui avait déposé ses congés payés pendant une période reste dans une hypothèse congé payé et à l'issue de ces congés rebascule son chômage partiel. Sur ce point du congé payé, vous avez lu qu'une ordonnance, enfin vous l'avez lu, elle est assez difficile à manier. Une ordonnance permet, par accord d'entreprise ou accord de branche, de mobiliser des droits à congé pour éviter de recourir au chômage partiel. En tant que de besoin, on peut vous communiquer un modèle d'accord d'entreprise. L'accord de branche, nous avons testé avec nos organisations syndicales nationales. C'est une fin de non-recevoir, pour parler gentiment et poliment. Ça ne fait pas partie de ce qu'elles sont prêtes à accepter. C'est bizarre que ça puisse paraître. Donc, si besoin, un accord d'entreprise, ça peut répondre à 2 éléments. Le premier, il est assez évident, c'est pour ça que ça a été mis en place par une ordonnance, c'est de permettre que quand la reprise va intervenir, on ne se retrouve pas avec des salariés qui posent des congés à prendre avant la fin de la période de référence. On s'en approche à grande vitesse, la période de référence de prise de congés. On a là 2 options, soit c'est l'accord d'entreprise, le modèle dont je vous parle qui peut vous être envoyé, soit c'est une décision, un choix interne à l'entreprise en accord avec les salariés en disant on va reporter les dates de prise pour que le salarié n'ait pas l'impression que n'ayant pas pris son solde de congé 2019-2020, ces congés soient perçus. Donc vous avez ces 2 options sur ces cas-là. Les autres cas, je ne suis pas très sûr. Qu'est-ce qu'on avait prévu avec Adeline? L'arrêt maladie, garde d'enfants de moins de 16 ans. L'arrêt maladie, garde d'enfants, à partir du moment où on est en arrêt maladie, on n'est pas en chômage partiel. Alors là, il y a eu des précisions qui ont été apportées en fait dès lors que, comme en fait l'arrêt maladie, c'est un arrêt dérogatoire, hein, l'arrêt maladie pour, je vais peut-être remettre la vidéo.
l'arrêt maladie, en fait, pour garde d'enfant se justifie pour garder un enfant dès lors que l'ensemble du personnel est en arrêt, en activité partielle, ils sont à la maison. Donc, normalement, c'est une interruption de l'arrêt maladie. Par dérogation, on peut le laisser courir jusqu'au bout, mais en aucun cas, il ne peut y avoir de recours, de renouvellement de cet arrêt maladie dérogatoire. Tout à fait. Ce que vous avez dû voir tous, c'est. Moi, je n'ai pas eu de remontée à ce stade, peut-être parce que les entreprises ont fait un maintien de salaire, c'est que l'arrêt maladie, pour garder un enfant de moins de 16 ans, au début, en tout cas, n'était pas couvert par une indemnisation complémentaire. Il est plus que probable que ça va arriver, puisque le premier mois qui a été concerné, on a eu des salariés qui ont fait cet arrêt de maladie pour garder l'enfant de moins de 16 ans, qui ont donc été pris en charge, mais qui n'ont pas eu de complément de salaire. C'est un arrêt maladie, ce n'était pas du chômage partiel, il n'y a pas eu de complément. Donc l'arrêt maladie était indemnisé par l'URSSAF comme un arrêt maladie, une ordonnance l'a prévu, assimilation, mais il n'y avait pas le complément chômage partiel ni le complément employeur. Donc il y a eu, et la ministre s'en est émue samedi de mémoire ou vendredi, peu importe, et un décret va certainement être pris ou un complément d'ordonnance pour étendre le complément conventionnel employeur à l'arrêt maladie pour garder des enfants. Mais ça fait partie aussi des choses qu'on va être amené à connaître au fil de l'eau, puisque cette situation amène des foules de questions que personne n'avait imaginées, en tous les cas avec une telle ampleur. Est-ce qu'on en avait près d'autres? Est-ce que j'ai oublié des choses, Aline? Alors si juste parce qu'il y a des jours fériés qui tombent quand même aussi pendant cette période. Donc les jours fériés ne sont pas, alors sauf s'ils sont travaillés et auquel cas ils sont indemnisés, ce qui est quand même assez rarement le cas chez nous. Donc voilà, donc les jours fériés restent à la charge de l'employeur et ne rentrent pas dans le calcul du temps éligible à l'indemnité partielle. Si juste, j'avais peut-être une petite précision également sur les modalités. Il faut savoir, parce que ça, c'est des questions qui ont pu nous être posées pour des entreprises qui sont multisites. Ça n'est pas systématiquement une demande pour chacun des sites. Il peut y avoir une demande globale faite pour l'ensemble des sites de l'entreprise, ce qui simplifie aussi. Oui, voilà. Sinon, c'est département par département. Oui. Pour des réseaux comme certains chez nous, ça fait très très lourd. Est-ce que sur les commerciaux, est-ce que ça a évolué? Est-ce qu'on en sait un petit peu plus par rapport au chômage partiel? Les commerciaux, c'est-à-dire les VRP ou les... Qu'est-ce que vous entendez par commerciaux? C'est les gens qui sont en forfait, qui peuvent être en forfait jour, mais ou qui sont VRP. Vous pensez auquel? En forfait jour exclusif, donc salariés de l'entreprise. Bon, normalement, bon, ils seront pris en charge puisque c'est prévu par l'ordonnance. On attend juste les décrets pour connaître les modalités. Les modalités financières. Financières, oui. Dans le régime normal, je ne dirais pas précédent, puisque celui que nous vivons est par hypothèse partielle, enfin provisoire. Dans le régime précédent, quand on fait référence pour le calcul de la rémunération et donc de l'allocation de chômage partiel, on l'est historiquement comme ça, on fait référence, comme l'a précisé Aline tout à l'heure, à la base de calcul des congés payés, mais ça ne veut pas dire, ça ne voulait pas dire, en tous les cas, ça ne voulait pas dire qu'on faisait ça sur une période, les 12 derniers mois, par exemple. Quand vous faites un calcul de congés payés, il y a soit la règle du maintien de salaire, soit la règle du dixième. Dans le chômage, dans l'activité réduite, c'est logiquement la règle du maintien de salaire qui s'applique, ce qui pose la question des salariés qui ont dans leur rémunération une partie fixe. Celle-là, elle est simple, on la maintient,
et une partie variable, celle-là, elle est plus compliquée. Et ça va être notamment le cas, au-delà de leur régime d'heure, des VRP multicartes. Des VRP multicartes, par hypothèse, rarement une partie fixe, ou alors très faible. Et l'essentiel de sa rémunération est basé sur des commissions. Alors, est-ce que, c'est ça qu'on attend, ce qui est évoqué à Adeline tout à l'heure, est-ce qu'on va être dans un régime où on va nous dire que c'est les commissions versées le mois précédent, et là encore, il y a des VRP multicartes qui sont sur des commissions trimestrielles. Donc, ce qu'on attend, c'est cette méthode de calcul qui peut avoir un effet boule de neige. C'est que, je prends un exemple, si on considère qu'un VRP multicard doit être indemnisé sur la base de ses commissions moyennes des 3 derniers mois, pourquoi un commercial salarié simple de droit commun n'aurait pas dans sa base de calcul d'indemnisation des éléments qui ne rentrent pas dans la logique de calcul de congés payés. Une prime de fin d'année, ça ne rentre pas dans l'indemnité de congés payés. Ça ne rentre pas non plus dans l'indemnité, pas plus au prorata que autre chose, ça ne rentre pas plus non plus dans l'indemnité de chômage partiel. La question, il y a une évidence maintenant, c'est que ces catégories un peu particulières qui étaient jusqu'à maintenant purement et simplement exclues, enfin je parle des VRP multicartes, ils étaient jusqu'à cette crise, ils étaient totalement exclus du régime de chômage partiel. Ils vont l'être, la question c'est essentiellement celle du calcul de la rémunération sur laquelle on va les indemniser. Pour les salariés en forfait jour, la question se pose de savoir si un jour va valoir 7 heures ou 8 heures. C'est pas plus loin que ça. Et de toutes les façons limité à 4 fois et demi, à 4 SMIC et demi, ce qui fait quand même, ce qui va couvrir un bon nombre de salariés en France quand même, y compris des commerciaux. Mais pour certains multicartes, 4,5, ça peut être, il y a des gens qui gagnent très très bien leur vie, surtout si on est sur une collection saisonnière et que ça va beaucoup dépendre de la période moyenne de calcul qui va être retenu pour le calcul des commissions. Ce décret aurait dû être publié samedi ou dimanche, on l'attend toujours. Dès que l'info existe, on la communique. Voilà sur ces quelques points un peu particuliers. Que dire d'autre? Non, oui, j'insisterai aussi, comme l'a fait Adeline, en commençant sur l'articulation et le sérieux. C'est pas un gros mot que je veux utiliser par ça, mais de faire très attention quand même aux demandes de chômage partiel, aux salariés et aux conditions dans lesquelles le chômage partiel est demandé. C'est important, même si c'est pas dans les textes, mais c'est quand même l'idée qui va sous-entendre le contrôle. Le chômage partiel est ouvert à partir du moment où le télétravail n'est pas possible. Donc, le droit commun, c'est télétravail. Articulation télétravail, chômage partiel, ça veut dire qu'il faut que l'entreprise puisse justifier d'une baisse d'activité autre chose que j'ai peur que, et donc je mets tout le monde au chômage partiel. Pour certains services, ça peut être compliqué. C'est sûr qu'un atelier de production, tous les clients annulent les commandes. Il n'y a pas de question. Un réseau de magasins, je n'ai plus le droit d'ouvrir, il n'y a pas de question non plus. Cela, c'est intégralement, c'est incontestable, c'est évident. Une fois qu'on a dit ça, quand on parle des services centraux, je reprends un réseau de magasins, il y a quand même un siège social, il y a les comptables, il y a des choses, il y a des payes à mettre en place. Autant d'éléments qui peuvent être mis en télétravail. C'est pas parce qu'il faut acheter 1 ou 2 ordinateurs à 400 € que c'est pas possible. Donc il faut quand même être assez prudent. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, 8 millions de personnes, c'est 1 milliard par jour. Donc c'est quand même un système qui va avoir de toutes les façons une partie limite, même si les montants mis en place par les pouvoirs publics sont gigantesques. Et puis j'attire aussi, pardon, juste pour terminer sur ce point, j'attire aussi l'attention qu'en fait le risque également là-dessus, c'est qu'on se retrouve avec un problème de travail dissimulé. Donc qui dit travail dissimulé, c'est du pénal pour le chef d'entreprise. Oui. C'est du pénal, remboursement, pénalité de retard, amende, interdiction, enfin perte de toute aide publique pendant 5 ans de mémoire. Donc la conséquence, elle est lourde.
D'accord. J'ai une question aussi concernant les personnes à risque, donc qui sont en arrêt de travail. En fait, elles peuvent l'être avec un certificat médical et sur quel risque? En fait, ça rentre vraiment dans la vie privée. Donc là, ce certificat médical simplement du médecin traitant. Moi, je dirais que oui. Oui, je pense aussi. Parce Là aussi, il y a quelque chose. chose va sortir sur la façon dont on va gérer des salariés, des salariés qui peuvent se mettre en arrêt, non pas parce qu'ils sont eux-mêmes malades, mais parce qu'ils vont assister un peu de la même façon que la garde d'enfants de moins de 16 ans. Il y a un mécanisme qui va être développé qui va permettre ce système. La grande difficulté, là encore, l'importante difficulté, c'est comment gérer des arrêts spécifiques de ce type et du chômage partiel, pas de l'activité partielle. Il y a des éléments, mais moi j'en suis, je pense qu'on en est tous, pour être plongé là-dedans, on est dans une analyse qui relève plus du bon sens. Les textes vont sécuriser, que ce soit l'URSSAF ou que ce soit le ministère du Travail, vont sécuriser ce que les entreprises doivent faire. On a de plus en plus ces éléments marginaux en nombre, ou minoritaires en nombre de salariés, dont on n'a pas une certitude de gestion très, très arrêtée aujourd'hui. D'accord. Très bien, merci. Est-ce qu'on passe aux questions? Parce qu'il y en a plusieurs qui sont tombées pendant notre... Vas-y, Mathias. Alors, une première question qui concerne les salariés qui sont au forfait jour ou forfait supérieur aux 35 heures. Sur quelle base se fait l'indemnisation? Eh bien, on n'en sait rien pour l'instant, justement, c'est ce qu'on a dit plusieurs fois, c'est qu'on attend le décret, comme dit Lionel, qui aurait dû sortir et qu'on attend encore. Donc, voilà. Mais on en saura plus, je pense que dans la semaine, on en saura plus. Okay. On sera en mesure de passer l'info. Peut-être une précision, ça peut exister, ça existe, c'est sûr. Un salarié dont le contrat de travail mentionne expressément 39 heures ne sera indemnisé que sur la base de 35 et l'employeur est tenu de faire les 4 heures qui ne sont pas des heures supplémentaires. Là. On est sur un forfait, un salarié, je devrais plutôt faire référence à un salarié en forfait heure, parce que les forfaits jours, on l'a dit, on attend. On attend non pas de savoir s'il vient en droit, on attend de savoir à combien il vient en droit. Par contre, un salarié qui est en forfait jour, en forfait heure, pardon, ou qui est simplement avec un contrat de travail qui est resté à 37 heures, on ne peut pas dire 39, il a droit contractuellement à ces 2 heures, et là, c'est à la charge de l'employeur. D'accord. Ok, merci. Une autre question est très intéressante qui concerne le travail bénévole pour fabriquer des masques. Est-ce que c'est autorisé? Il y a une chose, on sait une chose qui paraît assez bizarre d'ailleurs, pour ça que de temps en temps, le bon sens, il faut revenir dessus. Un salarié en activité réduite, indemnisé par l'État, sauf cas où il serait tenu une clause de non-concurrence ou que sais-je, peut travailler, j'ai bien dit travailler, pour un autre employeur et cumuler, c'est pour ça que j'ai utilisé au début, cumuler son allocation de chômage partiel et un salaire avec un nouvel employeur ou un employeur partiel. Il y a 2 éléments. On a mis à disposition de nos adhérents entreprises des modèles édités par le ministère de mise à disposition de salariés entre 2 entreprises. Un salarié d'une entreprise qui est complètement arrêté et à côté une deuxième entreprise qui n'a pas de chômage partiel ou qui est amené à chercher de nouveaux salariés ou des salariés à temps déterminé pour compenser par exemple des absences, maladies, trucs machin. Bon. Là, on en est là. L'activité bénévole, à mon sens, c'est un élément que le MEDEF a fait remonter. Le fait de l'activité bénévole, masque, bientôt blouse, que sais-je, moi, je la couvrirais simplement par... on ne peut pas le déclarer puisqu'on n'a pas de contrat de travail.
Mais pour autant, l'employeur qui accueille, s'il accueille ses propres salariés sur la base du volontariat, on est dans une situation assez confortable. Il faut simplement, évidemment, que les salariés soient volontaires. J'ai un doute sur le fait qu'un salarié qui vient travailler bénévolement puisse cumuler ça avec du chômage partiel, surtout si ces produits sont vendus. S'il s'agit de dire je fais des masques et je les mets à disposition gratuite, je prends dans mon stock, je facture rien et je mets à disposition de professionnels de santé ou EHPAD ou que sais-je, on peut être sur une logique disant il n'y a pas d'activité. Il n'y a pas d'activité commerciale. Voilà. Dans l'hypothèse où je les mets à disposition gratuitement. Dans l'hypothèse où je fais fabriquer et que je les vends, là, il va falloir qu'on ait une position des pouvoirs publics, peut-être sur des cas limités. Mais ça va être vraiment, je crains que ce soit du cas par cas, là encore, sur ce type de dispositif. Notamment si le salarié en chômage partiel dans une entreprise se met à disposition d'une autre, je reste toujours sur l'aspect bénévolat, là il faudra que l'entreprise qui accueille ce salarié bénévole fasse quand même attention à tout ce qui est risque dans l'entreprise, accident de travail, accident de trajet. Et ça, on n'a pas de réponse, puisque par hypothèse, on n'a pas de contrat de travail. D'accord. Okay. En tout cas, moi, chez le même employeur, je dirais que c'est quand même extrêmement délicat. C'est que d'avoir une activité bénévole alors que les gens sont mis en activité partielle, je crois qu'il y a certaines directs qui commencent à tiquer quand même là-dessus. Hein. Okay. D'accord. Tout à l'heure, vous faisiez référence au fait d'adapter son taux d'activité à son taux de chômage partiel. Yann Rivoalan nous dit que sur le e-commerce, on a un taux de retour de 25 à 50% dans le mois qui va suivre le confinement. Et même si le chiffre est identique à l'année dernière, le chiffre d'affaires final risque d'être beaucoup plus faible. Donc, comment justement adapter tout ça ? Encore une fois, c'est ce que disait Lionel, ça va être du cas par cas, c'est-à-dire que certains seront très mobilisés ou en tout cas seront sur des postes qui sont peut-être des fonctions un peu plus support et qui peuvent être en télétravail et qui ne nécessitent pas un recours à l'activité partielle, et puis d'autres peut-être sur des aspects logistiques qui à un moment pourront… Mais tout est question de justification et je pense que ce sera examiné au cas par cas. D'accord. Et enfin, une autre question, les fameux contrôles a posteriori dont vous parliez, est-ce qu'on sait concrètement comment ça va se passer ? Concrètement, un peu comme avant, j'imagine. Pour le coup, il n'y aura pas d'avant et d'après. Ce sera à peu près la même chose. Ça va être à l'entreprise de donner des éléments économiques, parlons simplement. Je suis bien là, on est bien dans l'hypothèse j'ai évacué tout à l'heure, le réseau de détail qui est fermé jusqu'au 11 mai, c'est clair, ça va être assez simple à justifier, sous réserve, comme le disait Adeline, des gens qui sont en activité réduite, en demi-activité partielle, pour essayer de trouver des mots, parce que les services support continuent à fonctionner. Pour les autres, ça va être une justification économique, carnet d'ordre, commandes qui ont été annulées. Quelques entreprises avaient joint des éléments, la plupart d'ailleurs ont donné des éléments de ce type pour déposer leur dossier de chômage partiel. Il ne s'agissait pas de mettre la case coronavirus et puis ça suffit, j'ai rien d'autre à donner comme explication. Ça ne fonctionne que pour le commerce, je dirais, ou les activités qui ont été de façon administrative fermées. Pour les autres, ça va être une justification qui va être économique. C'est au fil de l'eau. J'ai pas de commande. La difficulté aussi va être de reprendre. Je pense qu'il faut l'imaginer et que les entreprises vont avoir besoin d'y réfléchir un peu à l'avance. C'est que on a vécu à cette occasion assez peu de cas de type droit de retrait. Mais le droit de retrait préalable,
peut aussi se poser. On a chez nous une discussion avec plusieurs entreprises sur le sujet. Comment gérer une reprise, y compris pour certaines de nos entreprises actuellement qui prévoient de reprendre un peu d'activité sur la base d'un équivalent de volontariat. Un salarié qui ne veut pas revenir travailler, qui va utiliser tous les moyens divers et variés, y compris de dire je considère que les mesures de protection ne sont pas suffisantes. Là aussi, on attend de la part des pouvoirs publics autre chose que la situation actuelle qui est un peu difficile à comprendre, qui est de dire restez chez vous, mais il faut recommencer l'activité économique. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser? Apparemment non. Avant de vous remercier. J'ai une question. J'ai une question. J'avais un problème pour mettre le micro. Bonjour ou rebonjour. Pour ce qui concerne le droit de retrait et la sécurité donnée aux salariés, est-ce que ça concerne simplement pour ce qui est dans l'entreprise ou est-ce que ça concerne aussi le trajet? Parce que peut-être que certains salariés vont dire moi, dans le métro, dans l'autobus, dans le train, je ne me sens pas en sécurité et je ne viens pas. Est-ce que ça fait partie des arguments pour un salarié utiliser ce droit de retrait? Alors, moi, à ma connaissance, le temps de trajet est considéré, peut être assimilé à du temps de travail pour des problématiques d'accident du travail. Moi, à ma connaissance, ce point-là n'est pas réglé. Lionel peut-être en sait davantage, mais je sais que pour entendre et dans d'autres filières, la même question se pose. Mais bon, moi, à ma connaissance, c'est pas encore réglé. Bon, il y aura un an pour le faire, quoi. Pour régler ce problème. Il va falloir trouver une solution. C'est peut-être moins parisien quoique pendant les grèves, ça a été le sujet. Laurent Vandenborn, que plusieurs d'entre vous connaissent et qui est notre délégué dans l'ouest de la France, ils ont eu cette réflexion. Les directs n'ont pas souhaité prendre de position, qui était de dire comment on gère les mesures barrières quand on est en covoiturage. Sauf avoir une très grosse voiture, 4 personnes, les distances de sécurité, le mètre ou le mètre et demi, il est impossible. C'est vrai que c'est une difficulté sur lesquelles on attend encore. Tous les secteurs, comme l'a dit Adeline, se posent la même question et les pouvoirs publics sont saisis exactement de la même façon par tous les secteurs. Le confinement prolongé jusqu'au 11 mai, de ce point de vue, il donnera peut-être un délai supplémentaire, mais aujourd'hui, désolé, on n'a pas la capacité à vous donner une réponse très, très carrée. Et puis bon, sur la région parisienne, la question va se poser parce que c'est vrai que quand on voit les transports en commun et les transports en commun aux heures de pointe, alors là, j'aime autant vous dire que c'est pareil, les distances de sécurité et le 1 mètre, il est inexistant. Donc bon, je dirais en tout cas pour la région parisienne, ça dépendra aussi de comment va s'organiser la sortie de confinement et ce qui sera recommandé pour les transports en commun, ça c'est certain. Mais je pense que la région Île-de-France est assez sensible à cette question et je pense travaille déjà sur le sujet. Super. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le groupe Telegram. On est là pour vous répondre. On va diffuser ce webinaire dans la journée sur notre site internet dans la rubrique ressources. Donc, n'hésitez pas à le partager avec vos équipes en interne, etc. Et puis, on va aussi compléter la partie documents. Vous avez parlé pas mal de formulaires, etc., qu'on pourra mettre sur le site internet en téléchargement libre. Voilà. Merci à tous les deux. Merci à tous pour vos questions et votre écoute. À très bientôt. Merci. Merci, à bientôt tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, Adeline. Au revoir, Lionel. Au revoir tout le monde. Merci.